Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Dans l'actualité de ce jeudi, en Bretagne, un nouveau président à la tête de la région, Loïc Chenet-Girard, a été élu pour succéder à Jean-Yves Le Drian. Brest accueille un congrès de psychodermatologie. Alors quel lien entre l'esprit et la peau? On en parlera avec un reportage consacré au tatouage. Et puis nous irons aussi à la Gacilly dans le Morbihan pour faire un point sur la 14e édition du festival photo qui a démarré début juin. Dans le duplex, un œil vers 2050 avec Vincent Lastenette. Bonjour Vincent. Bonjour Julie. Et vous pouvez nous dire combien nous serons de Bretons en 2050? Alors potentiellement, nous serons 4,2 millions en 2050. Eh bien, vous nous expliquerez tout ça. 1 million de plus qu'aujourd'hui. 1 million de plus. Eh bien, vous nous en parlez dans un instant. Vincent, merci à tous de suivre cette édition régionale. Nous sommes le jeudi 22 juin 2017. Loïc Chenet-Girard, nouveau président de la région Bretagne. L'élection a eu lieu ce jeudi à Rennes. Les autres groupes, que ce soit la droite, le centre ou le Front National, n'ont pas présenté de candidature et n'ont pas pris part au vote du nouveau président. Le groupe de la gauche a voté à l'unanimité pour le maire de Liffré en Ille-et-Vilaine. Jean-Yves Le Drian, ancien président de la région, a démissionné le 2 juin suite à sa nomination dans le gouvernement comme ministre des Affaires étrangères. Il reste toutefois conseiller régional. Jean-Yves Le Drian assure qu'il soutiendra son successeur. Il a répondu à Philippe Berthoud de TVR 35. Il a toutes les qualités pour ça et il a aussi le respect et le soutien de sa majorité et puis aussi de son opposition. Donc je pense que la Bretagne est dans de bonnes mains et que ça va permettre de nouvelles aventures, de nouveaux défis, de nouveaux destins. Et je serai en soutien total de la présidence de Loïc Chenet-Girard. Depuis plusieurs semaines, on vous en parle, la ville de Brest célèbre le centenaire de l'arrivée des soldats américains lors de la Première Guerre mondiale dans la cité du Ponant. Nouvel acte de ces commémorations, une cérémonie ce jeudi au pied du monument américain avec des militaires et des officiels venus d'outre-Atlantique. Frédéric Lorenzon était sur place. Cérémonie historique et exceptionnelle ce jeudi à Brest. Au pied de ce monument dédié à la marine des États-Unis, les marines de 5 pays ont célébré l'arrivée des troupes US en 1917 dans le port de Brest. C'est un honneur pour moi de représenter aujourd'hui l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour commémorer le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. 800 000 soldats transitèrent dans le port breton en moins de 2 ans, de quoi rappeler l'attachement de l'Amérique à Brest. Comme l'a dit l'ancien président américain Wilson, le port de Brest, la ville de Brest est devenue presque comme une ville américaine. Et les Américains, comme les Brestois, gardent un souvenir très important et très favorable de Brest. Et je dirais aussi que je suis toujours très touchée par les commémorations ici en France. Après un dépôt de gerbes, les équipages ont défilé devant le public des Brestois qui n'ont pas oublié l'histoire. Si on est là maintenant, c'est grâce à tous ces militaires, non depuis 100 ans. Les Américains, c'est un honneur pour nous. Ils nous ont quand même sauvés plusieurs fois et je trouve qu'il fallait leur rendre hommage. Et puis la musique de la flotte qui est partie sur Toulon, c'était bien de venir l'entendre également. Les commémorations du premier débarquement américain il y a 100 ans continuent ce vendredi avec une parade navale dans la rade de Brest. De quoi rappeler les convois qui traversaient l'Atlantique et débarquaient dans le port breton en 1917. Combien serons-nous de Bretons en 2050? L'INSEE a livré ses chiffres ce jeudi et Vincent Lastenette nous les décrypte dans le duplex. Alors Vincent, la Bretagne n'est pas menacée de désertification? Eh ben non, pas du tout, Julie. L'INSEE vient de sortir en fait une étude, une projection démographique d'ici en fait jusqu'à 2050. Il y a plusieurs scénarios. Dans le plus positif, la Bretagne pourrait gagner jusqu'à 1 million d'habitants. Mais même dans le scénario le plus bas, ce serait au moins 400 000 habitants supplémentaires. Donc il n'y a aucun risque de désertification, ce qui fait qu'en 2050, même on gagnerait une place au classement des régions en termes de population, on passerait devant la Normandie. On sera plus nombreux aussi, mais donc plus vieux peut-être?
Alors oui, on sera même beaucoup plus vieux. Selon cette projection de l'INSEE, l'âge moyen, qui est à peu près aujourd'hui de 41 ans en Bretagne, gagnerait 5 ans. Donc l'âge moyen serait de 46 ans. C'est voilà, un des critères. On observerait également un chiffre assez impressionnant. On passerait de 1500 centenaires à peu près à 7500 en 2050. Donc on serait quasiment multiplié par 4. On voit 2 explications à ce phénomène. C'est évidemment l'augmentation de l'espérance de vie et aussi l'arrivée justement des baby-boomers à cet âge de centenaire. Et cela ne touche pas que la Bretagne, Vincent ? Non, l'augmentation de l'âge de la population est générale sur le territoire. Mais quand même, la Bretagne fait partie des régions qui vont le plus vieillir dans les années à venir. Seule la Corse et la Normandie vieilliront plus vite que la Bretagne, si on en croit l'étude de l'INSEE. Merci beaucoup en tout cas Vincent pour ces projections qui nous ont amenés vers 2050. Et en 2050, on vient de le voir, la population de Bretagne sera donc plus vieille et sera aussi sûrement plus tatouée. En 2010, une étude estimait que 10% de la population française était tatouée, une part qui double lorsque l'on parle des 25-34 ans. Un phénomène qui intéresse les scientifiques réunis au 17e Congrès européen de psychodermatologie qui se déroule en ce moment à Brest. Frédéric Lorenzo. C'est l'organe de toutes les attentions, la peau. Des spécialistes en dermatologie du monde entier sont réunis à Brest pour le congrès annuel sur la psychodermatologie, un lien en apparence complexe entre peau et psychisme qui se révèle en fait une évidence. On exprime beaucoup nos émotions par la peau, on le fait tout le temps. Et parfois, des maladies peuvent être aggravées aussi par le stress. Parmi les intervenants, ce sociologue spécialiste des usages du corps, il s'est penché sur la question du tatouage et les motivations sociologiques des personnes tatouées. Le tatouage a été longtemps une forme de dissidence, de rébellion. On peut dire qu'à partir de la fin des années 80, début des années 90, le tatouage prend une envergure sociale absolument colossale et qui ne cesse de s'étendre. Dans ce salon de tatouage brestois, Kevin a choisi ce motif japonisant, un choix mûrement réfléchi. Pour moi, c'était ça ce qui m'a fait un peu sauter le pas en quelque sorte. C'est vraiment de marquer vraiment une étape dans ma vie. Dans ma vie et dans ma vie de mes proches surtout. Au tatouage, Fred, 10 ans de métier, il ne travaille que sur des tatous de grande taille et fait le tri parmi ses clients. Des premiers tatouages qui sont assez lourds de signification. Et ensuite, par la suite, ils arrivent souvent, quand ils vont découvrir de plus en plus de tatouages, à aller plus vers quelque chose d'esthétique et de décoratif. Au même titre qu'on ne tatoue pas les mineurs, les gens qui ont moins de 35 ans et qui n'ont pas de tatouage ailleurs, chez nous, on ne fera pas ni les mains ni les coups non plus. On essaie quand même d'avoir un petit rôle éducatif aussi, quoi. Le tatouage est désormais une pratique socialement intégrée. En revanche, de l'avis des dermatologues, il doit être pratiqué exclusivement par des professionnels. Direction la Gacilly dans le Morbihan. Chaque année, la commune accueille un des plus grands festivals photo de France en plein air. Et depuis le début du mois de juin, près de 1000 œuvres sont exposées. Et si l'an dernier, le Japon était à l'honneur, pour cette 14e édition qui démarre, le mot d'ordre est « I love Africa ». Tom Gonzalez et Xavier Patrijon. Qu'elles soient géantes ou en série, noires et blanches ou colorées, les plus de 900 photos au festival photo de la Gacilly émerveillent, interpellent, informent. Dans tous les cas, elles font voyager. Cette année, le zoom est fait sur le continent africain, pour un public toujours présent. Et ça peut être de la photographie artistique, de la photographie plasticienne ou de la photographie plutôt sous forme de publi-reportage pour dénoncer certaines grosses problématiques. Le but du jeu, c'est de montrer un petit peu la diversité photographique et ses différents regards entre un pays invité et un regard entre l'homme et son environnement. Là, cette année, c'est l'homme et l'animal. Ce rapport homme-animal, c'est la deuxième thématique du festival. C'est dans ce cadre que le photographe britannique Ed Alcock a rencontré des Morbihanais et s'est exprimé sur leurs liens originaux avec les animaux. On a construit une liste de personnages, soit des gens plus classiques, voilà, et puis parfois des gens aussi un peu haut en couleur. L'idée, c'était de les rencontrer toujours chez eux. J'avais pas envie d'être spécialement sur des lieux de travail forcément. Et on apprend beaucoup
à quelqu'un, quand on les rencontre chez eux, il y a des petites choses. Je passe à peu près une demi-journée sur place avec chaque personne. Et puis, on passe à la photo et le portrait est finalement relativement vite. Le portrait, on en a pour une demi-heure, on va dire, quelque chose comme ça. Cela donne des clichés uniques, comme par exemple cette fauconnière et son hibou, protecteur et possessif. Les 35 expos du festival sont à découvrir gratuitement, et tout l'été à la Gacilly. Et c'est l'heure de retrouver le Tour de Bretagne en 60 secondes, préparé aujourd'hui par Benjamin Bréant. Hécatombe sur le plan d'eau du Val Jégu à Cléder. Depuis mardi, plus d'une tonne de carpes, gardons, anguilles et autres poissons d'eau douce ont été retrouvés flottant ventre à l'air. Plusieurs hypothèses sont avancées, dont bien sûr la chaleur, mais aussi la présence d'algues toxiques provenant d'aquariums vidés sur place. À Lorient, les travaux avancent sur le site de l'ancien hôpital de Baudeliot. Après le désamiantage, le curage et le retrait des déchets industriels, la destruction à proprement parler a commencé. Le site doit être remis à la ville à la fin du premier semestre 2018. Enfin, à Lorient toujours, un exercice plan blanc a eu lieu ce mercredi à l'hôpital. Le scénario, un attentat faisant 10 morts et une trentaine de blessés. Les élèves de l'école infirmière avaient été mobilisés pour faire les figurants du drame, mais les pompiers n'y avaient pas été associés pour éviter que leur sirène ne sème l'inquiétude, la vraie cette fois, au sein de la population. Et c'est la fin de cette édition régionale. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouvez évidemment cette édition et toutes nos émissions sur les sites internet de nos chaînes TB Sud, TBO, et vous nous retrouvez aussi sur le site internet du Télégramme. Vous avez aussi les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour suivre notre actualité. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une très bonne soirée sur nos antennes.